Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Avec Vincent Hervouet, Louis Salter de Marianne et Bruno Jeudi de Paris Match, on va s'intéresser aux déclarations de Bruno Le Maire qui évoque un choc pétrolier comparable au choc de 1973. Évidemment, il évoque l'impact de la crise en Ukraine sur le prix de l'énergie. On l'écoute. Un choc énergétique dont nous voyons les conséquences dans nos vies quotidiennes. C'est les prix du diesel et les prix de l'essence à la pompe qui sont insupportables pour beaucoup de nos compatriotes. C'est le prix du gaz qui a décuplé au cours des derniers mois. Si bien que ce n'est pas exagéré que de dire que cette crise énergétique, ce choc énergétique de 2022 est comparable en intensité, en brutalité au choc pétrolier de 1973. Bruno Jeudi, il a raison de prendre cette image choc, le choc pétrolier pour le coup de 73, pour marquer l'opinion française ou pas ? Oui, il a raison. Alors après, les ordres de grandeur, faut toujours se méfier. Mais bon, oui, il a raison parce que je pense que le choc pour le quotidien des Français va être élevé. Hein. Vous savez, au bout de la rue, là, le diesel est à 2,46. 2,46, mais on est dans Paris. Hein. D'accord, mais dans Paris. Mais enfin, il y a mais à la rentrée, il était à 1,55. Donc voilà, juste, mais c'est pareil partout en France. Donc je pense que les ordres de grandeur sont spectaculaires et ça va être un gros sacrifice pour les Français, l'énergie, compte tenu de ce que ça va représenter pour tous les gens qui vont devoir continuer à prendre leur voiture pour travailler. Donc beaucoup vont moins la prendre, vont moins chauffer. Là, on entend partout maintenant le côté il faut 2 degrés de moins, pourquoi pas. Il y a déjà beaucoup de gens pauvres qui n'arrivent pas à beaucoup de gens qui ont du mal à payer leurs factures. Alors le président de la République est candidat à un deuxième mandat, a annoncé un chèque essence. Un plan de résilience. Un plan de résilience. Enfin, très très vulgaire. À Poissy, il a déjà parlé d'un chèque carburant, chèque essence, qui a déjà été le cas versé au mois de janvier pour 4 milliards. D'accord. Donc on va continuer comme ça. Ben oui, je pense qu'on va aller vers une espèce de quoi qu'il en coûte. Il y a des entreprises. Deuxième quoi qu'il en coûte. Il y a des entreprises qui arrêtent leur activité parce que le coût de l'énergie est devenu démentiel. Il y a un certain nombre d'entreprises qui doivent utiliser beaucoup de gaz et qui ne peuvent notamment la métallurgie. Les factures, elles flambent. Bien sûr, ça rentre dans le bilan, dans les consommations intermédiaires, et quand vos consommations intermédiaires deviennent plus importantes que le bénéfice que vous en tirez, effectivement, vous arrêtez votre activité. Et c'est vrai de particuliers qui sont à leur compte comme de grandes entreprises. L'écueil qui se profile aussi, c'est que j'entends certaines voix expliquer que c'est le moment ou jamais d'enclencher une grande transition, de faire preuve de sobriété, d'appeler les gens à changer de modèle. D'accord, mais la sobriété, il y a déjà plein de gens qui la vivent au quotidien sans la choisir. Donc attention à ça. Ça rappelle tout à fait le refrain qui a déclenché les Gilets jaunes. La sobriété, choisie en tout cas, c'est un luxe, c'est quelque chose, c'est pour les bourgeois. Il y a plein de gens qui vivent la sobriété, qui ne le choisissent pas forcément. Donc attention aux discours expliquant aux gens qu'ils vont devoir être plus sobres que maintenant. Les gens font déjà attention. Ils ne sont pas en train de consommer à tout va, et on n'est plus dans les années 60 où l'énergie ne coûtait rien et où le premier choc pétrolier en 73 a mis fin à cette grande fête, et au passage a mis fin aux 30 glorieuses. C'est dire l'ampleur du changement économique qui pourrait se profiler. On n'était pas vraiment dans des années glorieuses jusqu'à présent. Donc, on était quand même, Laurence, sur le budget 2022 a été calculé sur une croissance de 4% qui sera forcément revue à la baisse. Post-pandémie. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que quand on calcule un budget sur une base de 4% de croissance et qu'au minimum, on va devoir sans doute revoir ça divisé par 2, ça veut dire qu'il va falloir rapidement faire une loi de finances rectificative. Je ne sais pas quand on pourra la faire d'ailleurs. Enfin, c'est beaucoup de choses à revoir dans le budget. Combien de croissance on était en 73 ? Vincent Hervouet, vous n'aimez pas ces formules choc ? Non, mais c'est-à-dire que la sobriété choisie, c'est en fait l'austérité subie, c'est en fait la pauvreté repeinte en couleur chic, noir et blanc. Vous voyez, c'est une sorte de décor minimaliste d'un intérieur qu'on trouve dans les revues de déco, alors qu'en réalité, c'est la pauvreté. Moi, je pense que vous avez tout à fait raison. Le choc de 73, c'est la fin des 30 glorieuses, et c'est pas simplement la Citroën Maserati qu'on met au rencard parce qu'elle consomme trop. C'est le début du chômage et c'est la fin d'une époque. Et là,
qu'on nous annonce, un nouveau choc de même ampleur, ça voudrait dire la fin de la mondialisation heureuse. Ça voudrait dire qu'on va arrêter de croire que la décroissance, c'est une solution, que c'est beaucoup de chômage, vous avez raison. Il n'y a pas que le trajet entre la maison et le travail qui va devenir cher. Il y a le travail qui va disparaître parce qu'il y a plein de boîtes qui vont fermer. Donc, ça va être de nouveaux îlots de pauvreté qui vont surgir dans le pays. Et puis, en 1973, on a commencé à réorganiser aussi toutes sortes d'instances de concertation internationale. Il y a une nouvelle... il y a eu le G5, puis le G7, le G8. Il y a eu toutes sortes comme ça on a tenté, l'OPEP est devenu un truc qui a été complètement réformé. On a essayé d'amortir le choc pétrolier en se concertant davantage. Et je ne sais pas si ce qui est en train de se passer aujourd'hui entre la Russie, l'Europe, la Chine, tout ça donne l'impression quand même vont accoucher de nouvelles formes de gouvernance ou en tout cas de concertation. Moi, je crois qu'on est vraiment au seuil d'un monde différent, c'est vrai. En tous les cas, à la veille du sommet de Versailles, 10 et 11 mars, avec les chefs d'État et de gouvernement européens, c'est clair que la question va être quand même au centre de leur discussion et que on voit bien se profiler comme on l'a eu après la crise du Covid. Et d'ailleurs, ça a été l'élément déclencheur pour pouvoir emprunter, faire une sorte... Enfin, ça a été un plan de relance européen pour faire face au Covid. Là, on voit bien qu'il pourrait y avoir une version 2 d'un emprunt pour... parer les difficultés économiques énormes qui se présentent devant nous, parce qu'il faudra aussi prévoir la reconstruction de l'Ukraine. Enfin, il y a plein de choses qui vont sans doute financer la défense. Prendre en compte. Oui. Un emprunt à l'échelle du continent, donc. Moi, je crois que c'est sans doute quelque chose qui va être évoqué. Oui, oui, je pense. Ouais. Et les Allemands, ils ont intérêt. Comme ils l'ont eu pour le Covid, parce qu'ils ne pouvaient pas rester tout seuls avec des pays très affaiblis économiquement par la crise. Ils ont consenti pour la première fois un emprunt européen avec des modalités qui ont été mises en œuvre laborieusement. D'ailleurs, je ne sais même plus exactement où ça en est, sur le montant des sommes débloquées, mais il y avait cet accord de principe. Et les Allemands sont encore plus en difficulté que nous, les Français, sur ce choc énergétique à cause de leur choix énergétique. Voilà, exactement. Le gaz vient directement de Russie. Et après, ça dépend des choix qui sont faits. À long terme, il y a la possibilité du changement de modèle. Effectivement, se passer quasiment totalement du gaz, aller complètement vers d'autres moyens d'isolation et moyens d'énergie. Mais à moyen terme, ce qui se dessine, c'est aussi la diversification de l'origine du gaz. Alors, on parle d'aller chercher aux Émirats, je crois, du gaz naturel liquéfié, qu'il faut donc transporter, non pas par gazoduc, parce que c'est loin, mais par bateau. Enfin voilà, tout ça pose plein de questions sur la façon dont on réorganise et on diversifie les trajets de l'énergie, les importations d'énergie, avec cette idée qui se dessine enfin devant tout le monde, qui serait plus simple de ne pas importer son énergie finalement. Voilà. Et de la fabriquer sur notre sol, c'est-à-dire l'énergie nucléaire. Alors il y a ça pour l'énergie nucléaire, mais qui ne résout pas tous les problèmes, mais qui pour la France en résout quand même une grande partie dans notre approvisionnement. Il y a beaucoup de pays européens qui n'ont pas accès à l'énergie nucléaire ou qui ont renoncé à l'énergie nucléaire. Allemagne. Vincent, un mot sur cette dépendance énergétique. Moi, c'est le monde est structuré. Vous pouvez faire toute une géopolitique de l'énergie qui vous explique les 50 dernières années. Ça a un poids considérable, évidemment, dans les relations internationales, oui. Et ça structure le monde aujourd'hui. Et donc là... On peut lire tous les conflits actuels à cette lueur-là. Beaucoup. Pratiquement. Je pense que, par exemple, l'événement important... l'un des événements importants depuis 48 heures, c'est l'abandon définitif de Nord Stream 2, qui va rouiller au fond de l'eau, dans lequel les Allemands avaient injecté des milliards, et auquel ils sont forcés de renoncer, comme ils vont être forcés tôt ou tard de renoncer à Nord Stream 1. Et ça, je peux vous dire, ça a des conséquences, mais lourdes, parce que c'est de la politique à long terme, si vous voulez, sur les investissements qu'on fait qui se rentabilisent au bout de 20 ans, et donc ça engage réellement l'avenir. Les dirigeants qui font ça construisent le monde de demain. Donc là, je crois réellement que en touchant
en se privant du gaz russe et du pétrole russe, À terme, pas tout de suite. on va reconstruire, oui, mais les 2 tiers avant la fin de l'année, on est en février, ça va aller vite, on va être obligé de reconstruire quelque chose de nouveau. Profondément nouveau, oui. Et la pression américaine dans tout ça, il ne faut pas l'oublier dans la géopolitique de l'énergie. Ouais. Évidemment, l'abandon de Nord Stream fait tout à fait les affaires des Américains. Joe Biden, Qui nous vendent du gaz liquéfié. Voilà, qui voit des marchés s'ouvrir à eux par miracle. Et puis, ça ne coûte pas cher à Joe Biden d'expliquer que les États-Unis n'achèteront plus de gaz aux Russes puisqu'ils exportent du gaz. Et d'ailleurs, ils font bien parce que comme ça, ils sont autonomes stratégiquement. Merci à tous les trois, Vincent Hervouet, Loïc Salter, Bruno Jeudi. Merci de votre participation à Punchline. Dans un instant, grande soirée foot sur Europe 1, Europe Sport avec le match retour Real Madrid-PSG. Bonne soirée sur notre antenne. Europe 1, 18h-20h. Punchline, Laurence Ferrari.